obligations la nation centrale. Le conflit des cheminots, parce que c'est évidemment là-dessus que j'interviens. Le conflit des cheminots, il a été un exemple de la nécessité de ce que j'avais été accordé, un exemple de la nécessité de l'organisation et de l'idéologie. Il y a 1 an et demi, quand on a commencé à entendre parler d'une réforme ferroviaire, directement après le vote du 4e paquet ferroviaire européen, 2 sénateurs de droite ont préparé un projet de loi pour transposer ce texte européen en droit français, et donc on savait qu'on aurait une attaque majeure contre le système ferroviaire et le statut des cheminots. À partir de là, on a regardé un peu quel était l'état d'esprit, et l'état d'esprit était celui de tous les salariés, c'est-à-dire un mécontentement un peu généralisé, pour plein de raisons différentes, mais alors un fatalisme qui écrasait complètement les capacités de mobilisation, avec des salariés qui disant de toute façon ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de faire grève, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc on est parti de là avec l'idée qu'on avait 1 an pour remobiliser le corps social. Et donc on a analysé un peu qu'est-ce qui était à l'origine de ce fatalisme. L'un des éléments les plus évidents qui ressortait systématiquement, c'est l'isolement. Le sentiment d'être tout seul à se battre, le sentiment que tout le monde nous déteste, que tout le monde pense qu'on sert à rien, etc. etc. Donc nous avons utilisé quelques techniques un peu habituelles, c'est-à-dire qu'on a utilisé par exemple l'idée qu'un journal pouvait créer des formes d'organisation, et donc on a fabriqué un journal à la direction des usagers. Et ce journal, bien sûr, il avait pour objectif de diffuser les informations en direction des usagers, mais il avait aussi pour objectif de provoquer la rencontre entre les militants et les usagers. De manière à ce que les militants ne restent pas dans l'idée on est isolé, personne ne nous aime, mais que vraiment on se rende compte qu'en fait dans la population il n'y a pas du tout de rejet, mais qu'il y a plutôt un sentiment de solidarité générale. Donc ce journal a été distribué à 500 000 exemplaires par militants, et ça a eu l'effet escompté, et petit à petit en fait, à force de tactiques et de formes de lutte adaptées, on a progressivement monté le niveau de la mobilisation, jusqu'à arriver en février de cette année à la possibilité d'organiser une grande manifestation nationale à Paris, qui a eu un succès qui a dépassé très largement nos attentes, et qui a en fait initié le mouvement. C'est cette mobilisation qui a aussi initié l'unité syndicale. L'unité syndicale n'est pas venue d'abord, c'est d'abord la mobilisation qui a créé cette unité. Et donc on a mené ce conflit. Bon, je ne reviens pas sur tous les épisodes du conflit. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement aux idées reçues, d'abord dans la population, il y a des réflexes. Par exemple, les artistes qui ont lancé la collecte financière de soutien en direction des cheminots, alors bon, c'était pas spécialement notre demande initiale, mais c'était une démarche spontanée, donc on l'a prise telle quelle. Elle a révélé par exemple qu'une grande partie des gens qui donnaient considéraient où il fallait agir, mais ils ne savaient pas comment. Donc c'était une forme pour agir. On voyait aussi également une espèce de conscience de classe diffuse qui montrait que l'idée était que si les cheminots perdaient, d'autres allaient perdre derrière, et que en définitive il y avait une forme de combat commun. Alors le problème, c'est qu'évidemment dans le combat commun, on était encore beaucoup dans la délégation de pouvoir, c'est-à-dire c'est les cheminots qui se battent, nous on soutient. Donc ça c'est un déblocage sur lequel d'ailleurs on n'a pas encore réussi à dépasser l'affaire. Bon, le résultat de tout ça, c'est qu'on a mené une grève la plus longue de l'histoire récente de la SNCF. Que dans cette grève, on a renforcé l'organisation CGT, puisqu'on a fait 1300 adhésions chez les cheminots, et que à la sortie de la grève, on n'a pas le phénomène qu'on a pu connaître à d'autres moments. C'est quand même 40 jours de grève cumulés, c'est pas rien hein, sur les pays, sur les familles, bon, ça pèse lourd. Mais chez les militants, il n'y a pas de sentiment de défaite et d'abandon. Chez les cheminots, c'est un peu plus compliqué, parce que évidemment, ils n'ont pas la même lecture politique qu'on peut avoir sur les perspectives qui restent dans la bataille, mais les militants sont toujours motivés. Donc l'idée qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est de dire cette réforme, elle a été passée évidemment sur un mensonge d'État, sur une quantité nombreuse de mensonges d'État, et donc on va essayer de dévoiler ces mensonges dans l'opinion, faire monter le mécontentement chez les salariés de l'application de cette réforme, et à un moment donné poser la question si oui ou non elle doit s'appliquer, avec évidemment l'objectif que cette réforme ne s'applique pas, puisque théoriquement elle doit s'appliquer au 1er janvier 2020,
et demi pour continuer la bataille. Et de toute façon, y compris au-delà d'un an et demi, la bataille ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, sur cette question-là de la réforme ferroviaire, voilà, l'idée qu'on en a, c'est qu'il faut que maintenant on remonte la motivation des salariés comme on l'a fait il y a un an et demi, qu'on reparte à la bataille. Dans les éléments qu'on a mesurés comme étant des éléments de faiblesse, il y a de notre part, bon, il y a les questions internes à la CGT et à la SNCF avec beaucoup de sous-traitance et une très faible syndicalisation de la sous-traitance, donc des capacités de blocage de la production qui sont limitées par le fait que la sous-traitance peut continuer à travailler, donc ça il faut syndicalement parlant qu'on s'en empare. Mais également, les deux choses qui nous ont vraiment manqué, c'est vraiment l'ambiance de lutte au-delà des cheminots, l'ambiance, le conflit interprofessionnel, voilà, l'interpro, et puis l'absence d'opposition politique. Puisque on a bien vu qu'il y a eu quelques interventions en début de conflit, parce qu'on crée l'actualité, mais ensuite on est passé à la vaisselle de l'Élysée ou à la piscine de Brégançon, et bon voilà. Donc ces deux éléments-là, bon, sur l'aspect politique, on va essayer d'organiser nous un comité de vigilance du système ferroviaire. On n'a pas encore construit trop l'affaire, mais on va recontacter tous les partis, toutes les organisations, les associations qui nous ont soutenus à un moment donné ou à un autre dans le conflit pour dire il faut vraiment qu'on mette en place un comité de vigilance, c'est-à-dire que chaque ligne qui est fermée, chaque gare qui est fermée, on mène une bataille, et qu'à un moment donné, cette force-là nous permette aussi d'interpeller la population plus largement, peut-être au travers d'une votation citoyenne ou de quelque chose comme ça. En tant que syndicat, on n'a pas beaucoup d'autres possibilités que ça pour développer l'alternative politique. Et puis sur la question interprofessionnelle, ben, on a des vrais débats entre nous sur comment on arrive à faire converger les forces, comment déjà on crée des luttes dans les entreprises, parce que peut-être la leçon, alors c'est aussi pour des formations politiques, mais j'ai tendance à considérer que quand on veut on peut, et que probablement si on n'arrive pas à déclencher des luttes dans certains secteurs, c'est aussi parce que on est un peu spectateur de ce qui se passe. On attend que spontanément la lutte émerge et explore, ce qui évidemment n'existe jamais. Donc on a ces débats-là à avoir avec nos camarades sur le mouvement interprofessionnel, on a une grève là, le 9 octobre, comment on fait en sorte qu'ils prennent plus d'ancrage et plus d'ampleur que ce qu'il a eu au premier semestre, parce que évidemment les éléments du gouvernement c'est absolument impossible, on n'est pas une réaction sociale à l'autre. Bon voilà, après s'il y a des questions et des choses